Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur la page de Fit et Bien. Alors aujourd'hui je prends la parole par rapport à des discussions que j'ai eues hier suite à une vidéo que j'ai postée d'un de mes jeunes athlètes qui fait un hip thrust. Alors, en fait les discussions portaient, elles étaient super intéressantes sur le fait que dans la description de ma vidéo, j'ai mis en avant une étude de l'époque de McGill et Contreras. C'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment une étude, moi j'avais vu ça sur le site de Contreras, qui est allé dans les locaux du docteur Stuart McGill à Waterloo pour faire une étude pour voir quel était l'exercice qui recrutait le plus le grand fessier. Je trouvais ça très intéressant et il ressortait de là que c'est le hip thrust qui était l'exercice maître pour le recrutement du grand fessier. Et donc, en fait, j'ai reçu par des amis des commentaires et un partage. Et c'est drôle d'ailleurs, deux amis qui m'ont envoyé ça absolument en même temps, sur un entraîneur qui, c'est une personne réputée dans le monde du fitness, qui en fait a partagé une étude récente de Mateusz Barbalo et collaborateurs que je ne connaissais pas du tout, qui montre qu'en fait, le titre c'était juste le squat est plus efficace que le hip thrust pour le grand fessier. Donc c'est un petit peu tapageur. Et ce qui va se passer dans le monde du fitness, ce qui peut se passer, c'est que les gens souvent regardent les titres ou alors les grandes lignes, mais ne lisent pas réellement les études. Et ce qui peut se passer, c'est que les gens vont brandir ça en disant « Hop, 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 non, non, on s'est trompé, arrêtez-moi le hip thrust, parce que c'est le squat, hein, le maître pour les fessiers, donc arrêtez-moi ça, on s'est trompé pendant des années, tassez-moi ça. » C'est pas aussi facile que ça. Et on va voir en fait, grâce à l'explication, que c'est plus deux études qu'il faut voir comme étant complémentaires. Et il faut savoir déjà pourquoi elles ont été faites. On va commencer avec ça. En fait, la première étude, donc, le premier travail de McGill et Contreras consistait en fait à voir quel exercice recrutait le plus le grand fessier par rapport aux autres muscles. Donc, en fait, ils se sont aperçus que c'était le hip thrust. L'autre étude, qu'est-ce qu'elle a permis de voir? Celle de Barbalo. Qu'en fait, le squat était plus efficace pour gagner de la masse musculaire au niveau des fessiers et au niveau des quadriceps. Alors, seulement il faut voir un peu les spécificités de l'étude. C'est pas n'importe quel squat. C'est un deep squat et je dirais même un très deep squat parce que c'est un squat avec un angle de 140 degrés au niveau du genou. Ça fait descendre sacrément bas. Donc, on a un gros stretch au niveau de la hanche et au niveau du genou. Qu'est-ce que ça amène? En fait, on va voir que sur le hip thrust, on le sait, on n'a pas un gros range of motion. Je dirais que c'est la fin d'une extension de la hanche. On ne peut pas descendre plus bas que le sol. La position ne nous permet pas d'avoir une grosse flexion de la hanche. Donc, je comparerai ça à une fin d'extension et surtout une fin de mouvement de squat. Or, on sait que sur cette partie du mouvement, c'est pour ça qu'on va travailler souvent avec des chaînes, avec des élastiques quand on travaille les squats, parce qu'on peut être plus loadé sur la fin du mouvement, sur le lockout. Et là donc, c'est pour ça que c'est très impressionnant. Des fois, on voit des vidéos de gens qui relèvent très lourd avec des plates partout sur des hip thrusts et qui travaillent peut-être un peu moins lourd avec le squat. Donc, ce qu'on retient là-dessus, un range of motion, une amplitude plus réduite sur le hip thrust qui permet de mettre plus de charge et à la fin, sur le lockout, on va utiliser énormément les fessiers, c'est ce qu'ont vu McGill et Contreras, pour verrouiller le mouvement, pour faire le lockout en fait en haut. Donc plus de charge sur la barre et plus de recrutement au niveau du grand fessier. Sur l'autre, sur le squat avec full range of motion, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a plus de tension musculaire parce qu'on va énormément étirer le grand fessier, on va énormément étirer les quadriceps. On le voit là, j'ai fait des petits arcs de cercle. En fait,
pour montrer un gros étirement, un gros stretch au niveau du fessier, un gros stretch au niveau des quadriceps. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on sait que quand on met une grosse tension sur un muscle, un gros étirement, ben on va favoriser un peu plus la prise de masse, l'hypertrophie musculaire. Donc ça, c'est un autre point. Ensuite, en rentrant dans le détail, ben forcément, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui va limiter, pas limiter l'étude, mais qui va limiter les personnes qui vont porter attention à l'étude de Barbalo et qui vont prendre ça pour du cash. C'est qu'en fait, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, la capacité à descendre sur un deep squat dépend des ratios d'une personne. Par rapport à un type morphologique, pas tout le monde va avoir la même facilité et la même possibilité sur ces mouvements-là. Ça va dépendre de la taille de vos tibias, de la taille de vos fémurs, de la taille de votre tronc. Pour certains, ils vont faire un deep squat les doigts dans le nez. Pour d'autres, ça va être l'enfer, tout simplement. Donc mécaniquement, ça va être dur, ça va demander une mobilité gigantesque et on risque d'augmenter le risque de blessure sur certains profils. Ça, c'est quelque chose, on doit y tenir compte absolument. Moi, chez mes basketteurs, vu les types morphologiques, il y en a très peu qui vont squatter avec une très grosse amplitude de mouvement. Point numéro 4, ça c'est important et c'est ce qui va montrer le lien entre les deux études et que plutôt que de les opposer, il faut s'en servir ensemble pour orienter notre travail. Le deep squat, on voit qu'on a un gain de 12% sur les quadriceps, un gain de 9% sur les fessiers. Sur le hip thrust, on a un plus petit gain, c'est évident. 2% sur les quads, c'est un plus petit gain. Sur les fessiers, 4%. Comment est-ce qu'il faut voir ça, en fait? Comment est-ce qu'il faut interpréter ça? Bon, premièrement, bien sûr, ça saute aux yeux. On a un plus gros gain de masse sur l'étude de Barbalo. On ne peut pas contester ça. Mais ce qu'on voit également, c'est qu'on a quand même un gain de masse intéressant au niveau des fessiers. Donc, ce n'est pas un exercice, le hip thrust, à jeter à la poubelle. On a quand même un gain de masse sur le hip thrust au niveau des fessiers de 4%. Mais surtout, ici, en haut, on a 12% sur le quadriceps, 9% sur les fessiers, donc on a plus de gains sur les quadriceps. Ici, on a 2% sur les quads, 4% sur les fessiers. Donc, ça montre que McGill Contreras ne sont pas dans le champ. On va quand même plus chercher les fessiers sur celui-là, sur le hip thrust. Donc, vraiment, il faut s'en servir ensemble. Là, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc, il y a une question à se poser là-dessus. Quand vous planifiez un de ces exercices, qu'est-ce que vous recherchez? Si vous recherchez la masse musculaire, et que vous avez un profil intéressant pour le deep squat, foncez, parce que, comme vous avez vu, vous allez avoir des très bons résultats. Mais si on a un ratio un peu moins favorable, il faut faire attention à son deep squat. Par contre, si on a des ratios moins favorables, si on a des longs fémurs, l'enfer, c'est si on a des longs fémurs, des courts tibias et un court tronc. Là, moi, ces gens-là, personnellement, avec moi, ne font jamais de back squat. C'est personnel, c'est un choix personnel. Mais ensuite, l'autre point, c'est, bon, on l'a vu, est-ce que vous êtes capable de faire un full squat, mais c'est aussi, surtout, est-ce que vous voulez aller chercher de la masse, comme on disait, mais ou alors est-ce que vous voulez tout simplement avoir un recrutement des fessiers? Parce que si vous êtes en rehab, si vous voulez aller chercher les fessiers, ça va être quelque chose, ça va être un objectif différent. Si on est une personne qui a tendance à être plus dominant au niveau des quadriceps et qu'on veut aller chercher les fessiers, ben là aussi c'est différent. Puis là aussi le hip thrust va être important dans votre planification. Vous pouvez le placer en pré-fatigue, en post-fatigue, vous pouvez le planifier différemment. Donc c'est un petit peu ce que je voulais apporter cette vidéo. Et tombez pas dans des conclusions faciles de je jette celui-là à la poubelle, je garde celui-là, on s'est trompé pendant longtemps, parce que finalement les études montrent que chacun a son intérêt, puis finalement je trouve vraiment qu'elles se rejoignent
qu'elles se rejoignent un petit peu quand même. Donc voilà, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. J'espère que je vous ai éclairé là-dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, puis vos expériences. Vous pouvez parler avec moi soit dans les commentaires, soit me contacter en privé, puis je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et merci.